va faire un tour de table comme ce matin. Gilles, tu n'étais pas là. Tu n'avais pas eu le temps de te présenter. Et j'aime bien que les gens se présentent dans leur fonction, mais aussi qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient 20 ans. C'est toujours bien de comprendre le parcours. Honneur à toi, Violette. Donc oui, moi je suis Violette Bouvray, j'ai fondé une société qui s'appelle Messilium et qui aide les organisations à surmonter certaines crises. Voilà. Et qu'est-ce que je faisais à 20 ans? J'étudiais et je dansais beaucoup. Voilà. Ah Gilles. Moi j'ai un parcours de... L'autre. J'ai un parcours d'entrepreneur, donc j'ai monté des entreprises pendant 30 ans de ma vie dans la technologie, donc ce qu'on appelle les startups aujourd'hui, et donc j'ai fait ça. Et curieusement, je fais plus tellement ça depuis une dizaine d'années. Donc j'ai présidé par 2 reprises le Conseil national du numérique. J'ai passé 9 ans à la Commission européenne, un peu représenter la société civile française auprès de la Commission. Et j'ai travaillé dans un think tank qui s'appelle l'Institut Montaigne pendant également une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'enseigne à HEC, le machine learning. Parfait. Alors, Violette, on a beaucoup parlé ce matin du contexte, du modèle européen. Gilles l'a encore évoqué à l'instant, modèle de retraité ou un nouvel enjeu. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision? Et puis ta vision liée à l'entreprise. Le SCP, on est dans les écoles de business. Donc on quitte le monde politique pour s'intéresser aussi aux entreprises. Oui, alors ma vision, en tout cas, je vais peut-être plus parler de témoignages et de ce que je vois très concrètement sur le terrain. La plupart des organisations, qui peuvent être aussi des organisations publiques, quand elles viennent nous voir, elles disent « moi, je veux préserver mon modèle. Je veux préserver mon modèle face à un monde qui était déjà VUCA, qui est en plus banni. Ils doivent affronter des crises qui sont des crises économiques, mais qui relèvent plus de la guerre économique que de la simple concurrence, des crises idéologiques, du militaire, ou à travers notamment des cyberattaques, de l'environnemental et des crises sociales. Donc face à ça, ils disent comment je préserve mon modèle. Mais la question que je leur retourne souvent, c'est est-ce que c'est le modèle qu'il faut préserver ou c'est les valeurs? Parce qu'un modèle, il est censé être vivant. Un modèle qui est figé, c'est un modèle d'une société qui cherche la résilience, c'est-à-dire qui dit j'ai le bon modèle, il va y avoir une crise qui va passer par là, puis en fait je vais résister, puis demain, ça sera à peu près comme hier. C'est juste un mauvais moment à passer. Mais je pense que tout ce qu'on a entendu ce matin, ce qu'évoquait Gilles, on voit que c'est pas juste un petit moment à passer, c'est juste un changement de paradigme civilisationnel qui va se caractériser par un intercycle composé de crises, de multicrises, et qu'on va devoir quelque part tenir assez longtemps. Donc je pense qu'au niveau européen, on peut avoir une ambition qui est un peu plus forte que celle de la résilience, qui est plutôt celle de l'antifragilité, comme l'explique Taleb, de dire, mais non, amusons-nous, il y a des crises, on va en faire des opportunités. Et donc c'est pour ça que la question comment préserver le modèle européen, j'ai plutôt envie de dire comment on peut préserver les valeurs européennes, et clairement en voyant que le modèle a montré ses limites. Quand on regarde la théorie de l'antifragilité, un des éléments fondamentaux, c'est la notion de subsidiarité ou de décentralisation. Aujourd'hui, peut-être que là où on pourrait améliorer le modèle, c'est en prenant davantage compte des voix qu'aujourd'hui on n'entend pas beaucoup. Typiquement, je prends l'exemple du consommateur. Donc on dit, dans les valeurs européennes, on veut protéger le citoyen et donc ses données personnelles. D'accord, on fait des réglementations, des normes qui sont très bien pensées, sauf qu'à la fin, il y a quand même 200 millions d'utilisateurs TikTok par mois et 280 sur Instagram. Et là, mes données personnelles, je les donne volontairement. Et je peux avoir toutes les règles, je peux être en conformité avec tout, mais concrètement, je le fais. À côté de ça, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes, comme ce que fait make.org, où en fait, c'est une société qui se dit « mais moi, je vais aller demander aux consommateurs ce qu'ils pensent de l'Europe. Je vais aller demander, par exemple, il y a un sondage en ce moment auprès de consommateurs, comment l'IA peut favoriser ma vie ?» Et en fait, ils sont capables, avec des technologies assez robustes, de pouvoir, à l'échelle, identifier des consensus. Donc, quelque part, on renverse la perspective en n'étant pas dans une approche top-down, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que moi, citoyenne, je dois être protégée et qui réglemente, sachant que moi, non, j'ai envie de donner mon adresse, j'ai envie de dire ce que j'ai mangé à midi, etc., gaiement. Et puis, en fait, parce que je ne comprends pas les enjeux, puis en plus, ça m'amuse. Voilà. Donc ça, je dirais qu'il y a déjà cette première voie à porter. La deuxième voie, c'est celle effectivement de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de réglementations. Encore, il y avait la DMA, la DSA, plein de choses qui ont pour vocation en fait de créer une forme de souveraineté numérique.
Mais la réalité, c'est que quand on voit l'entreprise avec les différentes guerres auxquelles elles sont confrontées, elles ont des enjeux tout simples de PNL. Bon, déjà aujourd'hui, elles sont toutes sur Microsoft Office. Et si jamais on veut paralyser l'Europe, il suffit de bloquer Microsoft Office, puis on verra bien ce qui se passera. La deuxième chose, c'est quand on entend Trump dire moi, je vais faire un IA full stack quasiment gratuit, qui donne aux entreprises américaines le mandat d'inonder les marchés étrangers d'une solution où il y aurait la data, le modèle de data, la partie matérielle très peu chère, parce que le but, c'est de favoriser l'adoption, et qu'on est chef d'entreprise. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? La souveraineté, ça veut dire quoi, enfin, à ce moment-là? Parce que si c'est au prix de la disparition de mon entreprise, ça ne marche pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'au niveau européen, il y a des modèles, par contre, parce que je pense que les modèles, ça devrait être avec un S, il y a des modèles qui fonctionnent. Il y a, par exemple, une initiative qui est sortie là, qui s'appelle Starlight. Bon. Starlight, c'est quoi? C'est un projet d'IA souveraine sur de la sécurité intérieure. Donc, concrètement, si j'ai pris ça, c'est 18 millions d'euros, 4 ans, et en fait, ils sont aboutis, multi-pays, donc vous imaginez bien la galère de collaboration que ça a dû être, avec les gens qui voulaient une chose, l'autre, etc. C'est des industriels, des chercheurs, du public qui ont travaillé ensemble et qui ont apporté des solutions. Donc ça, c'est par exemple typiquement un projet européen qui devient très concret. Mais dans nos vies quotidiennes, il y a quelque chose d'encore plus marquant qu'on n'associe pas nécessairement à la souveraineté, c'est le paiement. Le paiement, aujourd'hui, c'est Mastercard, Visa, principalement. En France, on a la chance d'avoir carte bleue, mais ce n'est pas le cas dans tous les modèles. Puis là, il y a Wero. Pareil, ça part d'une initiative européenne. Puis après, on dit aux banques, maintenant, si Mastercard et Visa coupent les tuyaux, s'ils continuent à augmenter leur prix, comment on fait? Et donc, Wero, en quelques mois, il y a 50 millions d'utilisateurs, ça s'étend, ça va aller sur le e-commerce. Ça ne sera pas nécessairement un succès comme on peut l'imaginer, mais il y a déjà quelque chose de très concret qui a été mis en place pour la souveraineté numérique. Donc, ce n'est pas des grandes choses, ce n'est pas des choses qu'on se dit, on a réussi, mais par contre, c'est clairement des petites victoires. Et le dernier point, c'est la question de la donnée. C'est-à-dire donner la parole au client, donner la parole à l'entreprise, mais en fait, il y a aussi comment on peut travailler des collaborations autour de la donnée au niveau européen. Il y a un projet intéressant qui était un projet français qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de MIT 2050 ou T2EM, qui était un projet qui avait été coordonné notamment avec Ecosys, qui disait mais il faut que la filière maritime se décarbone. OK. Ça coûte très cher, c'est très compliqué. Il y a eu tout un travail pour mettre toute la connaissance au commun à travers des interfaces collaboratives. Et ça, c'est typiquement des modèles qui fonctionnent parce que tout le monde a joué le jeu. Donc pour moi, la question, c'est pas tellement comment on peut préserver son modèle, c'est comment on peut préserver ses valeurs en quelque part transformant nos modèles. Ouais, bon, en deux mots. Merci. Tu as dit un mot magique, j'en suis sûr, chez Gilles, décentralisation. Gilles, tu as récemment réalisé une interview d'ailleurs avec le président de l'Axel. Tu as été champion auprès de la Commission européenne. Est-ce que ce modèle d'hyper-régulation, hyper-politique, tu penses que c'est le modèle qu'il faut suivre ou il y a peut-être d'autres voies et notamment liées à la décentralisation ou à la localisation? Oui, alors le problème, c'est que sur ce sujet, on vous demande de prendre parti, c'est-à-dire d'être pour ou contre. Mais je l'ai dit tout à l'heure, la régulation est nécessaire et je pense que tous les gens qui s'entichent de macroéconomie savent que la régulation est un facteur de productivité, paradoxalement. Mais l'approche de la Commission et des institutions européennes en matière de numérique, je pense, pêche par excès. On a 6 réglementations qui sont apparues dans les 4 dernières années, DSA, DMA, Data Act, Data Governance Act, AI Act et un peu plus tôt le RGPD. Et ces réglementations, elles font actuellement la fortune des avocats parce qu'elles sont contradictoires entre elles. Il y a un papier qui est sur la gouvernance de l'AI Act qui est malheureusement sorti dans le contexte, je crois, il y a 3-4 jours, et qui dit que ça manque de transparence, qu'il y a des problèmes d'interprétation majeurs, et qui a abouti d'ailleurs à ce que les grands acteurs de l'IA, je ne parle même pas des GAFAM, je parle des Mistral et consorts, se sont émus du fait que ça allait être difficile de fonctionner dans cette situation-là. Donc l'Europe, clairement, est dans une situation d'hypertrophie réglementaire. Mais je ne veux pas que, ayant dit ça, on considère qu'il faut s'aligner sur
J.D. Vance et d'autres, on a besoin de reprendre confiance dans la nécessité de prendre des risques pour innover. Il n'y a plus de proportionnalité entre l'opportunité et le risque. Les approches sur les données sont totalement exorbitantes à cet égard. Si vous êtes un postdoc, vous voulez accéder à de la donnée de santé, vous mettez 18 mois, donc vous avez fini votre postdoc et là on vous dit que vous avez le droit d'accéder aux données de santé. Donc on est dans cette situation et ce qui complexifie encore tout ça, c'est qu'on n'a pas de marché intégré sur les systèmes financiers, donc on ne sait pas faire les effets de levier que font les Américains à cet égard. On n'a pas de marché intégré sur les autres secteurs, donc quand vous êtes une start-up, vous êtes face à 27 micro-marchés ou mini-marchés si vous voulez commencer à rivaliser avec les États-Unis. Et donc, ces problèmes qui sont quand même très largement identifiés dans le rapport Draghi, c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Et je dis ça parce que l'autre jour, Mario Draghi s'est ému du fait que seulement 10% de son rapport a été mis en œuvre 14 mois après qu'il l'ait publié. Et voilà. Et donc, à la fin, c'est est-ce qu'on veut sortir de ce bazar ou est-ce qu'on considère que finalement c'est la bureaucratie parce qu'on a tous peur de notre ombre qui doit être le maître mot avant la démocratie dans cette énorme unité de 450 millions de personnes. Complexité, et ce matin et cet après-midi, Violette, tu as sévi un autre ouvrage autour de la pensée complexe et puis également un sur le courage en entreprise, avec ce titre plus qu'accrocheur. Comment tu expliques au milieu de l'IA et du numérique et de ce contexte qu'on doit revenir à cette notion de courage? Et puis, pour beaucoup de gens, la complexité, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir. On a un point commun avec mon ami Edgar Morin, qui explique ça très bien. Là aussi, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus ? Alors oui, je ne sais pas si je peux vous éclairer un peu plus, mais je peux en tout cas partager les éléments sur lesquels j'ai pu travailler et qui font encore une fois écho avec ce que tu disais. Sur la question de la complexité, déjà, c'est assez dur d'en avoir une définition. Parce que on sait quoi, complexité, l'origine, c'est tisser ensemble. On sait que c'est pas compliqué. Compliqué, c'est quelque chose qui a une solution qui est dure à mettre en œuvre, mais qui est bien connue. Complexité, c'est ce sentiment d'être dans l'impasse. Donc effectivement, pour retrouver une définition originelle, il faut aller dans la cybernétique, parce que c'est ceux qui ont, je pense, eu la pensée la plus avancée là-dessus. Et ils disent, mais finalement, il y a 3 formes de complexité. Il y a la première complexité, qui est la complexité combinatoire. Donc déjà, quand on parle de numérique Europe modèle, déjà, rien que si on devait mettre tous les éléments qui disent c'est quoi l'Europe, c'est la Commission, c'est le Parlement, c'est l'entreprise, c'est le marché, c'est quoi? Bon, déjà, ça ferait pas mal de choses. C'est quoi le numérique? On a parlé d'IA générative, on a parlé d'IA agentique, on a parlé de quantique, on a parlé de microprocesseurs, d'infrastructures, de logiciels, on a parlé de plein de choses. Donc déjà, savoir comprendre de quoi on parle, c'est déjà compliqué. La deuxième chose, c'est la complexité dynamique. Effectivement, on peut dire en entreprise, on ne fait pas de politique. C'est pas un hasard si maintenant les écoles de commerce intègrent la géopolitique dans leur programme, ce qui n'était absolument pas le cas. Quand vous travaillez chez Decathlon et que vous avez 24 heures pour quitter le territoire russe, ou quand vous travaillez chez Mastercard et qu'il faut bloquer tous les paiements en 24 heures, la géopolitique, vous avez quand même intérêt à avoir un peu anticipé ce qui pouvait se passer. Ça, c'est la complexité dynamique. Mais je dirais que pour moi, ce qui en tout cas est le plus bloquant aujourd'hui dans la transformation, et encore une fois, quand tu dis mais est-ce qu'on va se bouger? En fait, est-ce qu'on va se bouger? On se dit, bon, on a quand même des gens intelligents qui comprennent pourquoi ils ne se bougent pas. Et c'est la 3e forme de complexité, c'est la complexité non triviale, le facteur humain. Et n'importe qui a des ados dans la salle comprendra que quand on dit à un ado, range tes chaussures, sinon je vais t'engueuler, et qu'au bout de 4 ans, c'est toujours pas fait, bon, il y a un facteur de complexité, c'est ça, la complexité non triviale. Et donc, pour ça, pour la surmonter, c'est la question du courage comme lecture, en fait, du mouvement et de la transformation. Le courage, c'est quoi? C'est 4 choses. C'est la première chose, c'est un appel au courage. C'est déjà, est-ce que on a tous le sentiment qu'on a quelque chose à préserver et que ce qu'on a à préserver est vraiment menacé? Aujourd'hui, dans les entreprises que je vais accompagner, il y a celles qui ont des transformations subies, parce que tout se casse la gueule, et là, bon, honnêtement, c'est assez simple. Puis il y a les transformations choisies, où tout va bien, et en fait, les personnes disent, je sais que tout le monde pense que tout va bien, regarde notre cours d'action, regarde notre chiffre d'affaires, notre carnet de commandes, mais moi, je sais que le monde n'étant pas linéaire, tout peut aller mal. Donc la première chose, c'est est-ce qu'au niveau européen, on a un sentiment d'urgence partagé? Ça, je ne suis pas sûre, parce qu'en vrai,
on a le sentiment qu'on peut tirer le trait. Et puis sur le numérique, il n'y a pas eu finalement de grandes catastrophes. On n'arrête pas de dire, attention, ça va arriver. Globalement, il n'y a pas eu encore ce moment où on sent les effets de ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est le prix à payer. On parlait ce matin de technologie et de choix, en disant finalement sur les, je ne sais plus, il y a 36 technologies d'avenir, il y en a 3 sur lesquelles l'Europe est en avance. Est-ce qu'on aurait le courage de dire, ben en fait, je vais investir que sur ces 3-là? Le cloud, je considère que j'ai perdu la bagarre. Là, le quantique, peut-être oui, non. Les supercalculateurs, mais là, j'y vais. Il y a un prix à payer, parce qu'en fait, ça peut être un gros pari, hein, mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Troisième chose, il y a le dilemme. Il y a quelqu'un ce matin qui posait la question, comment c'est possible qu'à un moment, avec toute la puissance de recommandation qu'on a au Sénat ou dans d'autres institutions, pourquoi il n'y a rien qui est appliqué, et comment ça se fait que les gens qui n'appliquent pas ne soient pas sanctionnés? Il n'y a pas de réponse, parce qu'en fait, la réalité, c'est que n'importe qui travaille dans une grande organisation peut dire qu'on a tout intérêt à ne jamais décider. Jamais. Et donc, comment on fait pour en risquer l'inertie? Qu'est-ce qu'on met en place pour dire, attends, tu as eu ce rapport entre les mains, tu as pris telle décision, tu dois payer les conséquences. Puis après, il y a l'acte courageux, et dans les actes courageux, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est notamment la collaboration. Et collaborer avec un pays, collaborer avec des gens qui ont des avis contraires, ça exige quand même de respecter la personne avec qui on travaille. Et de se dire que si elle a envie d'acheter américain, et que si, malgré qu'on lui a dit que souveraineté c'était important, elle est quand même passée par Microsoft, c'est qu'elle n'est pas complètement idiote et qu'elle a peut-être une bonne raison. Et cette raison, il faut la comprendre, même si ça ne nous plaît pas, et après, il faut trouver des solutions. Mais on ne peut pas partir du principe que, à l'Est, ils ne comprennent rien, ils devraient faire ce que la France dit. Non, il faut se mettre et c'est ça le courage. Le courage, c'est de regarder des choses où on ne voit pas forcément la solution. Merci. Gilles, qui parcourt l'Europe, on a bien compris que ce n'était plus une entité unie, mais qu'il y avait des tendances. Quels sont, d'après toi, les pays innovants, qui posent les bonnes questions, qui veulent collaborer en dehors d'être guidés par son propre intérêt? Alors, on a un baromètre qui est édité par Eurostat tous les ans qui parle c'est le baromètre de la digitalisation des nations, et c'est assez intéressant parce que le baromètre il existe depuis 2012, donc on voit vraiment les grandes tendances. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que les pays les plus avancés, c'est les pays scandinaves et les pays baltes, à commencer par l'Estonie, pour son fameuse administration numérique. Mais à l'intérieur de tout ça, on a pas mal de surprises. On a des choses assez surprenantes. Par exemple, un sursaut assez inattendu de l'Espagne, qui apparaît comme un endroit à la fois de start-up, d'administration électronique, quelque chose de très inattendu. Ils ont pris 6 places dans le DESI en l'espace de 4 ans. Aucun pays n'a eu cette progression récemment. Et dans les mauvaises surprises, c'est une très forte dégradation de la France dans la dernière publication du DESI. L'administration électronique, on est maintenant très en dessous de la moyenne, ce qui est surprenant parce qu'on était plutôt bien placé à cet égard. On reste haut sur les sujets évidemment d'intelligence artificielle, on est même dans les premiers européens. Après, si on retire le poids démographique, c'est-à-dire le fait qu'on est un grand pays, on est très moyen en réalité là-dedans. Donc c'est cette chance d'avoir une grande taille et donc d'être très présent, par exemple, en publication de recherche ou dans les investissements afférents à l'intelligence artificielle. Mais la réalité, c'est que tout ça est quand même, à mon sens, pas optimal parce que les grands choix, les facteurs qui permettraient à l'Europe ou à la France d'avancer n'ont pas été faits. Donc, par exemple, un truc tout bête, mais quand vous avez 50% de la dépense publique, du PIB qui est de la dépense publique, si vous mettez en ordre vos données, vos stratégies de cloud, vous faites un effet de levier gigantesque. Et en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est un vague papier qui explique comment l'UGAP peut autoriser les gens à faire du cloud public. C'est une honte, en réalité. C'est vraiment scandaleux. C'est pas autre chose. Enfin, moi, je suis atterré par ça. On n'a jamais fait de classification de données d'État. Donc, d'une administration à l'autre, les données ne sont pas classées de la même manière. Donc, si vous voulez les rapprocher, vous ne savez pas le faire. On n'a jamais fait de KYC sérieuse, d'identification des utilisateurs. Donc, ces 3 trucs-là, c'est le levier pour faire de la plateforme. Donc on n'est pas une plateforme et de fait,
là, on cherche des économies. Ce dont je parle, c'est des économies en dizaines de milliards. Hein, dans la santé, dans l'accès aux droits, dans la fraude, dans tout ce que vous voulez, fiscal, social. C'est des choses qui sont connues, évidentes, documentées par la recherche et qu'on n'a pas fait. Et qui montrent bien d'ailleurs qu'on est une bureaucratie avant d'être une démocratie. Je suis désolé de le dire, mais... On l'a dit ce matin. Ça me frappe tout le temps. Et c'est pas normal. Et c'est un déni du droit de chacun de ses citoyens de ne pas revenir là-dessus. Peut-être en écho à ce que tu dis, il y a une étude qui est sortie sur le pourcentage de Français qui s'intéressaient au futur de leur entreprise. 7%. Donc je me pose juste la question de dire, est-ce que c'est tant qu'on est dans une bureaucratie ou est-ce qu'on est dans une forme d'inertie généralisée? Parce que le constat que tu fais, moi je le vois aussi dans certaines entreprises. Tu parlais de l'Espagne, il y a des grandes entreprises françaises qui se sont rendues compte qu'en Espagne, dans des domaines extrêmement pointus de technologie de pointe, ils arrivaient à faire la même chose avec 4 fois moins de monde, en 3 fois moins cher. Normalement, n'importe quelle entreprise devrait se dire, mais face à ça, attends, je convoque tout le monde et j'essaye de comprendre comment ils ont rattrapé en très peu de temps notre avance. Ça émeut personne. Donc c'est pour ça que je pense que ça, pour moi, ça va un peu au-delà de la bureaucratie. Il y a une forme de désengagement et de se dire, et je reviens au sentiment d'urgence, de dire, mais est-ce qu'on est conscient collectivement qu'il faut bouger? Et je suis sûre que quand il y aura cette conscience collective, bureaucratie ou pas bureaucratie, je pense qu'il pourra y avoir un mouvement. Mais pour autant, je ne voudrais pas qu'on laisse à croire qu'il y a une sorte d'affaissement moral. C'est-à-dire que, je sais pas, tout le monde se souvient des Jeux Olympiques, c'était quand même un mouvement collectif extraordinaire et qui a montré qu'on est capable d'y aller, quoi. Donc je pense qu'il y a effectivement une frustration qui a probablement une traduction au sein des entreprises très forte de ces dysfonctionnements qui nous touchent tous dans notre vie quotidienne. Hein. Mais je redis ce que je disais à l'égard de ce Chinois que j'ai rencontré l'autre jour. Moi, je pense qu'on en a plus sous le pied que beaucoup de pays, voire de presque tous les pays en réalité. L'initiative Café IA que tu as évoquée tout à l'heure, tu as fait un rapport il y a 1 an et demi, 2 ans, l'IA une chance pour la France, sur les 20 mesures, il y en avait plus d'un tiers liées à l'acculturation, à l'éducation. Et j'y reviendrai aussi avec toi, Violette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent dans la salle, qui peuvent prendre des initiatives autour du Café de l'IA, puisque ce n'est pas porté, entre guillemets, par un corps d'administration, mais c'est aussi un appel aux citoyens. Alors, au départ, je me suis retrouvé à plusieurs reprises embarqué dans des débats il y a très longtemps sur le compteur Linky, et puis plus récemment sur la 5G. Et j'ai compris que beaucoup de gens, souvent dans les territoires, avaient le sentiment de subir le développement des technologies et qu'on ne leur demande pas leur avis et que c'était un énième facteur de dépossession en réalité. Et puis quand il y a eu ce début de débat sur l'intelligence artificielle, on s'est mis au Conseil national du numérique à se dire, en fait, on va aller faire des débats dans les territoires. Donc on a dû en faire à l'époque 100. Et je dois dire que j'étais très surpris parce que, évidemment, les gens avaient une inquiétude, etc. Mais ce qui était évident, c'est que les gens voulaient s'engager et, si possible, s'engager ensemble. Voilà. Et donc, ça transcendait le sujet de l'IA. Voilà, les gens voulaient faire des trucs. Et quand, effectivement, j'ai été vendre cette idée au président de la République, je lui ai dit, mais vous savez, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un vrai parti politique. C'était un peu provocateur, mais c'est-à-dire de dire, OK, on prend un truc qui est devant, qui est d'une perspective, et on essaye de le faire à notre façon. Et c'est ce qu'on fait dans les cafés IA. C'est-à-dire, on dit, OK, nous, on n'est pas les Parisiens qui vous aiment. Je peux vous raconter des anecdotes incroyables, mais vraiment, je vais vous en raconter une. J'arrive dans un bled qui se trouve dans le Vaucluse, qui s'appelle Métamis, pour faire un café IA. Je rentre dans la salle communale qui était grande comme la moitié de cette place. Il y a le maire, et le maire m'accueille en disant, alors écoutez, d'abord je voudrais commencer par vous dire que nous, on n'aime pas trop les Parisiens. Et vous voyez, ceux-là qui sont là-bas, ils sont avec moi dans le conseil municipal, on est tous sereines, ça ne vous pose pas de problème. Bon, ok, et je fais le café IA, qui consiste vraiment en un débat qui est plutôt montant que descendant. Et à la fin, il reprend la parole et dit, alors je voudrais commencer par m'excuser parce que je ne vous ai pas très bien accueilli. Et franchement, vous êtes bienvenus ici, c'est génial et tout ça. Donc moi, quand j'ai un truc comme ça,
je me dis, je vais faire 500 cafés IA, quoi. C'est très motivant à l'idée d'en refaire. Et je pense que c'est très profond dans le territoire, cette notion de frustration, du fait de se dire, OK, on n'a plus de mobilité sociale, on n'a plus de services publics, on a plein de trucs qui ne marchent plus, et qui est très métropole contre territoire, en réalité, d'ailleurs qu'on le voit dans les cartes du vote populiste, par ailleurs. Et le sujet de l'IA, c'est un prétexte. Mais c'est un prétexte positif, c'est-à-dire c'est un prétexte de réarmement. J'utilise ce terme un peu galvaudé, mais de ce pays, en fait. C'est-à-dire l'IA va changer tout. Voilà. Je l'ai dit un peu tout à l'heure dans une conférence. Et on est à ce moment assez fragile où on peut encore choisir ce qu'on en fait. Et probablement qu'on aura une sorte de schisme technologique à terme, si on continue à avoir des désaccords sur les valeurs aussi fondamentaux avec d'autres zones, et que ça va s'amplifier, qu'un jour on dira qu'il y a TikTok dehors. Peut-être que ça arrivera. Il faut qu'il y ait une prise de conscience très forte, parce qu'aujourd'hui, si vous faites ça, vous perdez les prochaines élections, certainement. Mais en tout cas, je pense que les gens vont peu à peu se rendre compte, comme ça a été le cas avec la cigarette, que c'est en train de nous tuer à petit feu. Mais que pour autant, c'est un pharmacon, c'est-à-dire que ça n'est pas que des technologies extractives, ça peut être des technologies profondément inclusives, de transformation sur le plan cognitif, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan géopolitique. C'est tout ça à la fois. Alors après l'acculturation, l'IA change tout, elle change l'éducation. Ce matin, on a rappelé que pour garder notre modèle sans une jeunesse mature, épanouie, ça va être compliqué, versus la jeunesse endormie par l'algorithme et la bulle tiktokienne. Vous êtes tous les deux enseignants dans l'élite des écoles de commerce françaises. Quand vous croisez les jeunes, que vous enseignez, que vous voyez aussi comment les institutions enseignent ou pas cet art du dialogue avec l'IA et de la compréhension, qu'en est-il pour toi, Violette ? Alors déjà, moi, je ne parlerai pas d'école d'élite. Je parlerai d'école de gens qui étaient bons en prépa et qui sont rentrés dedans. Pour moi, c'est pas... Non, après, on peut le définir comme élite, mais voilà, pour moi, c'est un niveau scolaire qui est qualifié, on va dire, entre l'âge de 15 ans à 20 ans. Je pense que la grosse chose qui manque, enfin, quand je les reçois le premier cours, en général, je leur dis, bon, bah, comment vous voyez votre futur, quelles sont les grandes choses qui vont... Et là, ils me font une liste, alors qu'ils sont dans quasiment l'école dont ils avaient rêvé, de tout ce qui ne va pas. Mais je suis nulle, j'aurais dû être ingénieur, j'aurais dû être philosophe, de toute façon, avec l'IA... Et donc, je me dis, je suis face à des gens qui ont quelque part les meilleures perspectives parmi les jeunes que je peux croiser et qui sont complètement découragés. Et ça, je pense que c'est une vraie maladie. Tu parlais d'affaissement moral. Moi, en disant, je ne pense pas qu'il y ait d'affaissement moral. Je pense par contre qu'il y a un découragement généralisé lié au fait qu'on n'a pas de récit saillant de progrès. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'innovation. Le numérique, c'est l'innovation. Mais l'innovation, c'est juste un moyen. La question, c'est pour quelle finalité, pour quel récit, qu'est-ce qu'on a à leur proposer. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que ça se sépare un peu en deux clans. Ceux qui ont réussi à construire leur propre récit en se disant « moi, je vais aller par là » et qui sont engagés dans des causes diverses et variées. Et ceux qui se disent « je suis coincé dans un présent et au final, le numérique va me tuer ». Et donc, ils sont complètement, je dirais, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Voilà. Donc, c'est un peu... donc, je les encourage à travailler. Donc, sur le courage, on travaille beaucoup sur les récits du progrès. Pourquoi, à quelle valeur on croit et pourquoi on se bat. Gilles ? Enfin, moi, j'aime beaucoup mes élèves. Je les trouve touchants. J'ai des premières années à HEC, donc ils sont un peu jeunes. En réalité, ils sortent des prépas, ils ne connaissent pas encore très bien le monde. Mais ce que je trouve frais, c'est qu'ils sont curieux, ils sont assez candides, ils sont, je trouve, très prêts à... L'autre jour, j'ai posé la question à mes élèves. J'ai une classe de quarantaine d'élèves, une cinquantaine d'élèves. J'ai demandé combien pensaient monter une boîte et ils ont tous levé la main. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui n'avaient pas forcément envie de monter une boîte, mais ils se sont sentis entraînés par le groupe. Mais ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne. À l'X, il y a 20 ans, on leur demandait de lever la main. Il y en avait 3 qui levaient la main sur 50 personnes. Donc il y a un truc assez étonnant qui est en train de se produire à cet égard. Et au-delà de ça, le niveau de jeu a beaucoup monté. Pour être entrepreneur,
Moi, quand je vois les business plans qui rédigent aujourd'hui, j'étais incapable de faire ça quand j'étais entrepreneur moi-même. Donc il y a quand même ces choses dont il faut avoir conscience qui sont assez positives. Si j'étais un peu... Je suis un peu surpris. Ils ont une faible compréhension des enjeux géopolitiques. C'est un peu surprenant. Voilà. Moi, je suis passé de Sciences Po à HEC, et on voit qu'ils ont vraiment fait du bachotage un peu en omettant ces trucs-là, parce que ça n'allait pas être central. Ça me surprend un peu parfois. Violette, même constat? Oui, même constat, et moi je le vois après dans les entreprises, on le voit selon les types de formation. En général, au café, on parle rarement de géopolitique avec des gens qui ont une formation complètement commerciale, et en général, c'est plutôt les autres profils. C'est assez intéressant. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais là encore, il y a beaucoup d'écoles qui enrichissent leur programme de prospective, de géopolitique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Et dans les entreprises, maintenant, il y a un département qui va travailler sur la géopolitique, les risques, etc. Donc ça change. Si le titre de la journée est autour de l'Europe, on a ce matin beaucoup parlé des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Moyen-Orient, mais comme si l'Afrique se résumait au Moyen-Orient. Pour suivre le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des entrepreneurs autour des startups, il y a des choses incroyables qui se passent. Est-ce que, Gilles, toi aussi, qui est attaché à ce continent, tu peux, autour de ton slide d'opportunités, nous transmettre s'il y a des vraies opportunités et même de collaboration avec tous ces entrepreneurs qui sont en train d'apparaître? Oui, alors c'est vrai que quand on va... Alors les pays sont très surprenants parce que le Kenya a été très longtemps une locomotive. Maintenant, on voit l'Éthiopie qui monte très fort dans ces pays-là. Nigeria, c'est là où il y a les licornes africaines. Donc, il se passe beaucoup de choses. Lagos. Et c'est très étonnant d'aller dans la scène là-bas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment... Ça booste assez fort. C'est des gens qui ont généralement fait des études aux États-Unis et qui viennent utiliser la plateforme nigériane pour se développer. Puis, il y a le Sénégal qui joue quand même pas mal son jeu sur cette histoire. Évidemment, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais le pays qui, je crois, aujourd'hui essaie de capitaliser là-dessus, c'est le Maroc. Alors, Hubert connaît bien ce pays-là. Il pourra certainement en parler un peu. Mais il y a une université qui s'appelle l'UM6P et qui est en train de monter des campus dans à peu près tous ces pays-là, sauf l'Afrique du Sud, avec la vocation de monter des incubateurs et finalement d'arriver à amener un niveau de jeu, y compris dans le financement, qui soit peut-être un peu du niveau de ce que l'on a au niveau européen. Personnellement, je trouve que ce qu'ils font est assez remarquable et je pense qu'ils utilisent très largement leur soft power pour essayer de plateformiser cette logique, au moins dans l'Afrique de l'Ouest et un peu au-delà. Merci. On va passer aux questions de la salle et puis les questions online. Est-ce que quelqu'un a une question? Et est-ce qu'on en a online? Oui, on en a. Oui, une sur la dernière intervention de Gilles, sur ce qui se passe dans le monde et puis en particulier en Afrique, avec le Maroc et puis cet exemple de l'université UM6P. La question, c'est est-ce que, en tout cas pour la France, le fait de vouloir déléguer ou de laisser d'autres pays être tête de pont sur l'Afrique, puisqu'on sait on l'a dit ce matin, souvent parce qu'on s'est fait virer, parce qu'on n'a pas vu les choses arriver ou parce qu'on n'a pas envie de rester. Est-ce que ce n'est pas un risque de vouloir laisser ces pays-là entre guillemets, être tête de pont directement et de ne plus être présents sur place? Certainement, mais c'est comme ça. Je veux dire, maintenant, la France, c'est plus du tout une priorité pour beaucoup de ces pays. Et les Turcs... les Marocains, les Chinois ont largement pris notre place. J'observais les échanges. Maintenant, les échanges juste avec les Émirats, c'est à peu près l'équivalent de ceux qu'on a avec l'Afrique de l'Ouest. Donc,
il faut en être conscient de ça. Il y a une évolution très nette à cet égard. Et on n'a pas toujours bien joué. Objectivement, moi, j'étais assez surpris pour avoir quand même été très souvent dans les conférences qui ont trait au numérique en Afrique de l'Ouest, de voir la façon dont on appréhendait cet enjeu-là. Donc, je vous donne un exemple. Bon, il y a des gens qui sont vraiment très, très bons, qui ont développé des startups. On leur a fait toutes les difficultés possibles pour avoir des visas, pour participer ne serait-ce qu'à des conférences à Paris. Et donc ça, c'est des trucs. Et on a expliqué 10 fois de suite que maintenant, ce ne serait plus comme avant et qu'on allait simplifier ça. Et en fait, le ministère de l'Intérieur n'a jamais relâché la bride. Au contraire, il l'a plutôt serré. Et si vous voulez, c'est extrêmement vexant quand vous êtes un entrepreneur où, en gros, on vous ouvre les portes absolument partout et que le pays où vous avez historiquement des liens très forts vous refuse l'accès alors que vous êtes un entrepreneur vraiment reconnu. Quand il y a Vivatech et que vous avez des centaines de personnes qui galèrent pour avoir un visa pour venir, c'est fini, quoi. Donc il faut aussi s'en prendre un peu à nous à cet égard. Et j'ai un retour assez analogue sur des proches qui ont des fonds d'investissement marocains qui ont été formés en France, qui sont tournés naturellement vers la France pour ces investissements. Et on dit, on nous a regardé de haut, donc on allait prendre aux États-Unis, en Angleterre. Mais réellement, on nous a regardé de haut. C'était même pas qu'on n'avait pas les fonds ou quoi que ce soit. Ah, on a une question dans la salle. Oui. Je rappelle une question. Merci. Donc, je n'aurai qu'une question. Yves Mittelman, Insitus, un des adhérents du Futura. Europe. Alors, merci pour ce que vous avez rappelé sur le courage. Le courage qui concerne, je pense, la jeunesse est ouverte sur le monde. On parlait d'éducation, donc c'est un peu un bon exemple de courage. On a envie d'entreprendre, ou en tout cas de manger le monde et d'en faire son parcours. On parle beaucoup de l'Europe. Pour moi, un des très bons exemples de l'Europe, c'est la manière dont on a, depuis, je sais pas, ça doit bien faire 20 ans, permis aux jeunes de naviguer en Europe, de devenir des Européens en poursuivant leurs études, en naviguant en Europe. Pour moi, c'est un des côtés positifs de cette Europe. Souvent, on nous présente ce qui ne va pas en Europe. Il y a encore machin qui a fait un truc qu'il ne fallait pas. Ça ne m'étonne pas, vous choisissez le pays qui vous embête le plus du moment. Est-ce qu'on ne manque pas de courage politique européen pour donner un peu la direction de ce vers quoi on veut aller en Europe ? Je pense qu'il y a 2 points, il y a 2 sujets dans votre question. Le premier, il y a la question de la vision. Et je ne sais pas si c'est un manque de courage ou un manque de créativité ou une forme de, je dirais, d'affaiblissement, de se dire j'ai pas besoin de projeter de vision, sachant qu'en plus, en France, c'est d'autant plus important que, comme le montrait quelqu'un qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Stéphane Rosès, les Français n'avancent que quand ils y voient un progrès. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Donc, s'il n'y a pas le pourquoi, on n'avancera pas. Après, sur le côté négatif, ça, je partage complètement ce diagnostic. C'est que je vois pas comment on peut espérer avancer et se réveiller le matin avec un peu d'énergie si on n'arrête pas de nous répéter qu'on est nul, qu'on n'a rien fait. C'est pour ça que je vous parlais de Starlight, que je vous parlais de make.org, que je vous parlais de TDEM. Il y a des choses qui fonctionnent. Et en fait, pourquoi regarder tout ? Alors, il faut travailler sur ce qui ne marche pas, mais il faut quand même rappeler tout ce qui fonctionne. Oui, alors, évidemment, comme on est en famille, je vais vous donner mon sentiment assez profond, mais moi, j'ai passé 9 ans à la Commission et j'en suis ressorti peut-être un peu moins pro-Union européenne que je ne l'étais en arrivant, parce que j'ai vu tous les travers bureaucratiques de la Commission, et puis j'ai eu le sentiment que on était au mauvais endroit. C'est-à-dire que c'est soit trop, soit trop peu. Mais on est dans une situation institutionnelle qui est vraiment complexe, parce qu'il y a un moment où vous dites l'Europe n'est pas une institution politique, mais même si c'est une plateforme de marché, ce qu'ont souhaité beaucoup de pays au niveau européen, ça touche le politique. Et donc, il y a un moment où il faut se décider. Soit on fait des transferts de souveraineté qui vont bien. Quand je parlais tout à l'heure, par exemple,
des enjeux d'intégration européenne pour les startups. En fait, quand vous montez une start-up, vous avez 27 régulateurs pour la data, vous en avez 27 pour les marchés financiers, vous en avez 27 pour la consommation, vous en avez 27 pour les contenus audiovisuels, vous en avez 27 pour la santé, et c'est la mort, quoi. Et donc ça, c'est des sujets qui sont au-delà du sujet économique. Donc évidemment, on ne pourra dépasser ça que si on accepte d'avoir un consensus de valeurs. C'est compliqué avec les Hongrois, avec les Tchèques, parfois les Polonais, etc. Donc, moi, je trouve ça, c'est une situation très complexe, très, très pénible. Et je ne pense pas qu'il y ait de solution vers le souverainisme. Je ne crois pas du tout cette possibilité-là. C'est valable pour certains pays, peut-être pour la Corée ou des choses comme ça, mais pas pour l'Europe. La situation de l'Europe ne se prête pas à ça. Voilà, donc il faut aller de l'avant. Est-ce qu'il faut y aller à 27 ? Je ne sais pas, c'est pas mon expertise. Mais en tout cas, c'est une vraie frustration pour moi. Et je suis à Bruxelles, je crois, la semaine prochaine. Je suis loin d'être le seul dans l'administration et la haute administration bruxelloise à penser ça. Merci. J'aimerais bien prendre la parole. Parce que j'ai l'impression que vous nous avez un peu plombé là, cet après-midi. Et je préfère la vision de ce matin, notamment d'Antoine Raoui, qui nous disait que pour l'Arabie Saoudite, la France est un modèle et que Mistral est quelque chose qu'ils utilisent et pour lequel ils voudraient même faire des accords financiers et aller beaucoup plus loin. Et je préfère cette vision de dire que l'Europe n'est pas la panacée. Oui, Bruxelles n'est pas peut-être quelque chose de fantastique aujourd'hui, mais je crois qu'on est mieux à 27 que seul. Et je crois que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut baisser les bras et qu'il faut dire que non, je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas du tout à se battre seul. 1 + 1, ça doit être égal à 3, pas à 2. Donc 1 jusqu'à 27 doit être égal à je ne sais pas combien, mais beaucoup plus que 1 tout seul. Donc oui, je suis désolé, je pense que vous avez... Alors tu as parlé de courage, oui, c'est bien, mais je crois que le courage, c'est de se dire, il ne faut pas baisser les bras face à la complexité du monde, qui est de plus en plus difficile, qui est de plus en plus incroyablement complexe, mais en même temps fantastique. Et nous avons en France des grandes forces, beaucoup de faiblesses, bien sûr, mais des grandes forces, et il faut les utiliser, les accroître, avec peut-être d'autres partenaires. L'Afrique, j'y crois pas trop. Ils ont une complexité, eux, ils sont, je ne sais pas combien, plus de 40, et ils ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord d'une manière un peu unique, ou un peu comme nous en Europe, même si on a quand même des complexités, mais je crois plus à d'autres, peut-être l'Inde, en effet, peut-être le Moyen-Orient, ou d'autres. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi, je ressens un peu de frustration devant ce que j'ai perçu comme du négativisme et sur lequel je ne suis pas du tout. Alors, moi, je parlerais pas de négatif. Il marche plus. Je parlerai pas de négatif. Je pense que sur le courage, un acte courageux, c'est pas un acte téméraire ou un acte complètement impulsif. C'est un acte de courage. Il doit toujours être préparé, c'est-à-dire qu'il doit être désirable, viable et faisable. Donc en fait, la question, moi j'ai commencé mon intervention en disant il faut préserver les valeurs européennes, mais le modèle tel qu'il est aujourd'hui peut aller à l'encontre des valeurs parce qu'on ne prend pas assez en compte la parole du citoyen, la parole de l'entrepreneur et quelque part la puissance de la donnée et de la systémique. Mais par contre, pour faire ça, ça exige du travail, ça exige de se poser, de se structurer et de réfléchir et d'agir. Voilà. Donc pour moi, le message, c'était de dire le statu quo, je pense que le courage, de toute façon, c'est dépasser le statu quo. Donc par définition, le modèle tel qu'il est ne va pas permettre d'atteindre l'objectif qu'on a. Par contre, l'objectif qu'on a, effectivement, on doit inventer le modèle. Et ce modèle, ça requiert le courage de regarder ce qui ne va pas et aussi de voir qui vont être nos alliés pour faire que ça aille. Donc pour moi, ce n'était pas un propos ni positif ni négatif, mais plutôt l'idée de dire ne soyons pas figés dans notre modèle, allons vers l'antifragilité. Et c'est beaucoup plus rigolo et plus ambitieux que la simple résilience. Moi, je suis désolé si j'ai laissé le sentiment que j'étais particulièrement pessimiste, mais
Si vous voulez, si j'y croyais pas un peu, je passerais pas les 2 tiers de mon temps à faire du pro bono au sein des cafés IA, à être payé au lance-pierre dans des écoles pour donner des cours. Voilà, c'est en soi, je pense, c'est une affirmation assez concrète du fait que j'y crois. Merci. Très très rapidement, il nous reste peu de temps. Une question, s'il vous plaît. Je voulais prendre 1 heure. Allez-y. J'avais une question, mais je vais quand même faire un petit constat. Je rentre de Pologne, là, et on était au Warsaw Security Forum, et c'est vrai qu'en Europe, il y a la France, l'Allemagne et les autres. Ben, en ce moment, les autres, c'est plutôt, ça passe un peu par la Pologne. On pourrait faire un Weimar du numérique, on y pense d'ailleurs. Voilà, unis dans la diversité, et je pense qu'on pourrait éclaircir ce que c'est que la fragmentation du marché ou la fragmentation des entreprises. Est-ce que c'est un problème de normalisation d'enjeux, d'argent, etc. Mais ce n'est pas ma question parce que j'ai déjà la réponse. Par contre, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les effets contradictoires entre DSA, DMA, qui pour moi me semblaient complémentaires, ou alors est-ce que c'est avec RGPD ou d'autres choses, mais là j'aimerais bien une réponse. Merci. Oui, alors c'est une très bonne question. Ouais. Je vais essayer de prendre un exemple simple pour voilà. Dans le RGPD, il est dit qu'en gros, il est interdit d'identifier les gens contre leur gré. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'identifier les gens. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je vais persécuter tous les gens qui sont barbus, roux et qui ont une Volvo, par exemple. Donc, vous tombez sur une seule personne, en fait. Et c'est, ça fait rire tout le monde, mais c'est un bon exemple. Il y en a un dans la salle. Il y en a un dans la salle. D'accord. Et voilà. Et donc, intrinsèquement, c'est ce type de contradiction qu'on trouve dans les textes. Ils sont très nombreuses. Ils sont vraiment très nombreuses. Et on est aujourd'hui dans une situation où la commission aurait un peu d'humilité, on reprendrait ces 6 textes et on n'en ferait probablement qu'un ou 2. On ferait un DSA, RGPD, on ferait un DMA AI Act, Data Act, et d'ailleurs, ouais, DGA aussi. Voilà, on mettrait tous ces textes ensemble. Les juristes ne disent que ça. Hein. C'est vraiment c'est l'enfer. Et en plus de ça, c'est pas du droit. C'est pas du droit, c'est de l'intention. Ce qui fait qu'en dessous, vous devez avoir des protocoles d'application qui sont pas à la main du Parlement, dans laquelle la réalité, c'est que c'est là que se situe le droit. Donc vous n'êtes pas dans un système démocratique en réalité. Et ça, c'est, je pense, hautement problématique également parce que ça va pousser à avoir des conciliabules qui peuvent potentiellement se retourner contre les citoyens. Très bien, je crois qu'on peut applaudir nos invités. Il y avait encore des questions, pardon. Merci encore.